Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La Maison du développement durable est heureuse de vous recevoir ce midi pour cette webconférence qui discutera de production éco-responsable. Quelques petites informations avant de débuter. La conférence est enregistrée et sera disponible au cours des prochains jours sur notre chaîne YouTube. Un sondage de satisfaction vous sera envoyé par courriel à la suite de la conférence d'aujourd'hui, dans laquelle vous trouverez les présentations qui vous seront partagées aujourd'hui. Un merci à Hydro-Québec, notre partenaire principal de programmation, pour leur précieuse contribution, ainsi qu'à la Ville de Montréal. Nous avons de formidables invités avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Amandine Gournier, qui est conseillère en développement durable pour le CQEER, ce qui veut dire Conseil québécois des événements éco-responsables, ainsi qu'à Anne Fossier, qui est gestionnaire de projet au BCTQ, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, qui nous feront une mise en contexte de l'industrie et qui nous partageront également des outils et des formations disponibles afin de réduire l'empreinte écologique lors de la production audiovisuelle. Mesdames, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Marie-Ève. Bonjour tout le monde. Je vais prendre le temps juste de partager mon écran. Voilà, ça devrait fonctionner. Parfait. Donc, comme le disait Marie-Ève, Anne et moi, on va vous faire un petit tour d'horizon de l'état actuel des impacts de l'industrie audiovisuelle sur l'environnement. Puis Anne va parler des outils existants pour accompagner les équipes de production pour réduire leur empreinte. Donc, je vais d'abord commencer avec une définition. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est que l'industrie audiovisuelle a un impact important sur notre environnement. Puis une façon d'amoindrir cet impact-là, c'est d'avoir des plateaux éco-responsables. Donc ici, je voulais juste définir ce qu'on entend par éco-responsabilité. Donc l'éco-responsabilité, c'est ce qui va témoigner d'une attitude responsable et d'un souci en ce qui a trait au respect à la protection de l'environnement. Donc, un plateau de tournage éco-responsable, c'est un plateau qui va réduire ses impacts environnementaux négatifs et qui va augmenter ses impacts positifs sur la société et sur l'économie. Donc, les façons de réduire ces impacts environnementaux, elles sont nombreuses, notamment en favorisant une saine gestion des matières résiduelles, donc par le tri, par la collecte. On peut aussi diminuer ses émissions de gaz à effet de serre liées au transport, par exemple. On peut diminuer la surconsommation de ressources, puis diminuer aussi le gaspillage. Et puis, d'autre part, pour augmenter ses impacts sociaux et économiques, on peut favoriser le commerce équitable, on peut opter pour une alimentation qui est meilleure pour la santé, et puis on peut sensibiliser sa communauté aux actions éco-responsables, entre autres. Et donc, là, pour l'état de l'impact de l'industrie audiovisuelle sur l'environnement, les chiffres que je vais vous présenter dans les prochaines minutes, on va beaucoup parler d'équivalent CO2. Donc, je voulais juste prendre un petit moment pour définir là, ce qu'on entend par équivalent CO2. Donc, l'équivalent CO2 des différents gaz à effet de serre qui sont émis. En fait, c'est pour mesurer, avoir un indice unique pour simplifier, puis ramener tout ça sur une même base de comparaison là, qui est à ce moment-là l'équivalent dioxyde de carbone. Puis c'est pas parce qu'une production va générer juste du CO2, mais c'est seulement parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir seulement un indice plutôt qu'un indice par gaz à effet de serre. Ici, dans le tableau, là, j'ai listé les 6 gaz à effet de serre les plus importants qui résultent de l'activité humaine. Et donc, je pars avec les chiffres. Peut-être je ferais juste une petite parenthèse. Au Québec, on n'a pas encore documenté l'impact en chiffres de l'industrie audiovisuelle, mais on travaille là-dessus, notamment auprès d'un long métrage à travers un projet financé par Téléfilm Canada. Donc, on va aller analyser les émissions de CO2 des grands postes de dépenses de la production pour permettre à la production de connaître ses impacts, mais aussi pour permettre aux acteurs de l'industrie, puis au BCTQ, puis à Téléfilm Canada, d'avoir des chiffres précis sur l'impact carbone d'une production québécoise. Puis le calcul de ces émissions-là va être fait sur l'outil de calcul We Are Albert, qu'on va parler un petit peu plus loin.
Puis, on pense vraiment que c'est ça, que les données quantifiées sont nécessaires pour éveiller les consciences. Puis, c'est assez parlant aussi. Donc, ici, les chiffres que je vous présente, ce sont des chiffres tirés de Ecoprod. Donc, Ecoprod, qui est une association là, française qui a été créée là, en 2009 avec plusieurs partenaires. Puis, la mission d'Ecoprod, c'est vraiment de sensibiliser le secteur de l'audiovisuel et du cinéma à l'impact environnemental. Donc, les chiffres des diapositives suivantes là, sont tirés d'Ecoprod directement. Donc ici, comme première donnée, j'ai qu'en moyenne, un long métrage multisite générerait 1000 tonnes en équivalent CO2. Donc 1000 tonnes, c'est l'équivalent de la consommation annuelle de 100 Québécois, Québécoises, ou encore de 10 000 allers-retours Montréal-Toronto en avion. Donc, c'est non négligeable. Ensuite, comme autre donnée, on a qu'un épisode d'une série tournée à Paris produirait 35 tonnes d'équivalent carbone. Puis là, on a fait un petit comparatif, considérant qu'un arbre stocke entre 20 et 35 kg de dioxyde de carbone par année. Donc, ça prendrait un arbre pour capter ce que génère un épisode d'une série. Ensuite, une fiction tournée en France produirait 200 tonnes d'équivalent carbone. 200 tonnes d'équivalent carbone, c'est l'équivalent de 43 voitures à essence qui seraient conduites pendant un an. Puis c'est aussi l'équivalent de la consommation d'énergie de 25 ménages pendant un an. Donc, encore une fois, non négligeable. Et puis, finalement, une heure d'émission télévisuelle correspondrait à 10 tonnes d'équivalent carbone. On évalue que ça correspondrait à 53 000, un peu plus de 53 000 kilomètres en avion, parcourus en avion. Et puis, un autre, à titre comparatif aussi, là, donc l'heure d'émission télévisée, là, ça équivaudrait aussi à l'empreinte moyenne d'une personne habitant en France là, sur toute une année. Donc, le 10 tonnes d'équivalent carbone, c'est ce à quoi ça correspond. Et puis, donc ça, c'était les chiffres d'Ecoprod. Aux États-Unis, il y a aussi des calculs qui ont été faits. Donc, aux États-Unis, l'empreinte carbone moyenne des films à grand budget, elle est estimée à plus de 3000 tonnes, donc environ 33 tonnes d'équivalent CO2 par jour de tournage. Et puis, les séries à épisodes d'une heure produiraient en moyenne 77 tonnes de dioxyde de carbone par épisode. Donc ici, c'est un graphique qui a été tiré en fait d'une étude de la Sustainable Production Alliance en 2021. Puis on voit notamment que les principales catégories là, pour lesquelles on génère des émissions, c'est surtout le transport, en fait. Puis ça, c'est vrai aussi ici au Québec, au Canada. Donc, c'est souvent le transport qui est le plus grand poste d'émission. Et puis, également, là, en tête, on a les repas, donc l'alimentation. Donc voilà, c'est pas mal ça pour ma part. Je vais laisser Anne vous parler de l'initiative On tourne vert, puis vous parler des outils qui sont mis à votre disposition. Donc, Anne, je te laisse continuer. Oui. Merci Amandine. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça. Moi, je travaille pour le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Oh, est-ce que tu peux revenir? Merci. Et on est l'un des 3 partenaires fondateurs du projet On tourne vert, ou du programme On tourne vert en réalité maintenant, avec donc le Conseil québécois des événements éco-responsables pour lequel Amandine travaille et Québécois. Donc, le Bureau du cinéma est le coordonnateur du projet On tourne vert. Le CQER est notre expert en environnement et puis Québécois, c'est notre expert terrain en production audiovisuelle, notamment avec les studios Merns et TVA, bien sûr. Donc, l'objectif du projet, réduire l'empreinte écologique du secteur des productions audiovisuelles du Québec, évidemment, et accélérer le développement de productions éco-responsables. Ça se fait notamment à travers la réduction de la consommation de ressources naturelles, la gestion de façon responsable des matières résiduelles, bien sûr, la sensibilisation, l'éducation de tous les intervenants, et puis réduire la consommation d'énergie et la production de gaz à effet de serre, comme l'a mentionné Amandine. À travers ça, ce qu'on essaye de faire, c'est de renforcer l'avantage concurrentiel de l'industrie au Québec et puis de créer de la valeur pour la société.
Donc, j'ai nommé les 3 partenaires fondateurs, mais on en a plein d'autres qui nous soutiennent et qui nous aident à financer le programme Entourne Vert, car tous les outils sont gratuits sur le site web entournevert.com. Donc, je vais juste les citer. J'ai pas le choix, puis ça me fait plaisir de le faire, bien sûr. Donc, nos partenaires fédérateurs, MERS, Netflix, La Ville de Montréal et TVA. Nos partenaires propulseurs sont l'École supérieure en arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière et la RBC. On a notre partenaire activateur Téléfilm Canada. Comme Amandine l'a mentionné, avec le soutien de Téléfilm, on va réaliser une étude de cas pour mesurer l'empreinte carbone des productions québécoises. Et puis, notre partenaire de formation, l'INIS, on a une nouvelle formation en production éco-responsable qui est disponible depuis cette année. Il y a eu 4 éditions qui ont été données jusqu'ici. Qui le sont en fait même aujourd'hui. Amandine, tu me confirmeras, 18-19 mai, si je ne me trompe pas. Et puis, il va y avoir d'autres éditions, bien sûr, puisque l'idée, c'est que ça puisse être disponible pour tous. Et je n'ai pas nommé la QPM Carousel et Théo Taxi, excusez-moi, le partenaire rassembleur. Au niveau des outils, on a donc le guide de production éco-responsable, dont vous avez la couverture ici, qui est la base de tout, qui est là pour soutenir l'ensemble des productions, quel que soit le genre et le budget. On a des affiches pour les plateaux, un répertoire de fournisseurs, un calculateur carbone et un programme d'accréditation. Je vais rentrer un peu plus en détail dans les diapositives suivantes. Donc, le guide, comme je disais, c'est la base. Ça explique d'abord pourquoi prendre ce virage vert pour les productions, quelles sont les conditions de succès. Il y a certaines choses qui sont importantes à mettre en place dans les productions dès le départ pour qu'elles puissent vraiment être éco-responsables et que ce soit moins compliqué pour elles. Et puis, on a un ensemble de mesures qui sont proposées pour chacun des départements de la production, donc que ce soit le bureau de production, la régie, nourriture, services traiteurs, transport, etc. On essaye de couvrir l'ensemble des choses qui peuvent être faites et de proposer toutes les options et un nombre de solutions disponibles. Le guide est amélioré aussi en fonction des commentaires qu'on reçoit. Donc, j'aime bien mentionner si vous l'utilisez et que vous trouvez qu'il manque des choses ou que des choses pourraient être améliorées, précisées, etc. On recueille les commentaires avec plaisir et on améliore tous les outils Entourne Vert au fil du temps parce qu'on a fêté nos 1 an le 30 avril dernier. Donc, Entourne Vert vient tout juste d'avoir 1 an. Les affiches, donc, c'est pour tout simplement rappeler les bonnes pratiques sur les plateaux pour aider à adopter les bonnes pratiques. On peut penser que peut-être imprimer, c'est pas forcément la chose la plus éco-responsable du monde, mais finalement, quand on compare aux effets positifs que ces affiches peuvent avoir sur les mesures sur les plateaux, ça fait du sens. Et puis, on a bien sûr des recommandations pour faire un affichage éco-responsable dans le guide de production. Mais sinon, donc, il y a plus d'affiches que celles qu'on voit ici qui sont disponibles et c'est vraiment pour aider à adopter les bons gestes tous les jours sur les plateaux de production. On a aussi un répertoire de fournisseurs parce qu'on sait que c'est un enjeu qui est évidemment central. À vouloir mettre en place des mesures, c'est bien, mais quand on n'a pas le fournisseur adéquat, ça devient compliqué. Donc, on essaye d'alimenter ce répertoire de fournisseurs au maximum. Là aussi, on invite les productions à nous faire part de tout fournisseur qu'elles découvrent et qui correspond qui offre des services éco-responsables. Et puis, on encourage aussi les fournisseurs existants à améliorer leurs pratiques et à offrir des solutions qui correspondent à des mesures plus protectrices pour l'environnement. Le programme d'accréditation. Donc, ça va de pair avec le guide de production éco-responsable. Puis, l'idée ici, c'est en fait de reconnaître votre engagement, de célébrer, de montrer vos efforts en tant que production. Donc, il y a 3 niveaux. Le niveau engagement, c'est une autodéclaration. C'est relativement simple à obtenir pour montrer ce que vous avez mis en place. Et puis ensuite, le niveau performance et excellence, il va y avoir un audit documentaire et 3e niveau, une visite sur le plateau. Donc là, ça va être vraiment vérifié. Il y a un jury indépendant qui revoit les dossiers et qui va attribuer l'accréditation si l'ensemble des points sont obtenus. Donc, l'accréditation fonctionne par points avec 3 niveaux comme j'ai mentionné. Et on essaye d'offrir un maximum de possibilités. Donc, il y a beaucoup de mesures qui sont proposées et ensuite, les productions peuvent choisir celles qu'elles vont mettre en place et voir
quel niveau elles vont obtenir, donc en fonction des points qui sont permis par chacune des mesures. Le nombre de points qui est attribué par mesure est choisi en fonction de l'impact sur l'environnement, évidemment. Donc, une mesure qui va avoir beaucoup plus d'impact va permettre d'obtenir plus de points. Donc, comme c'est mentionné ici, il y a un coût de $200 plus taxe qui est tout simplement pour nous aider à couvrir le travail qui est autour de cette accréditation, à rémunérer les personnes qui travaillent sur les dossiers. Et donc, pourquoi devenir un plateau accrédité? Comme j'ai dit, c'est évidemment prendre un engagement formel. Ça va vous aider à vous questionner sur vos pratiques et à entreprendre la démarche en vue de les améliorer. Le CQR va aussi encadrer la démarche et vous aider à mobiliser vos équipes. Et puis, comme je l'ai dit, ça permet de reconnaître vos efforts, d'obtenir une visibilité et éventuellement des opportunités pour la suite. Le calculateur, là, je vais laisser la place à Amandine parce qu'elle le connaît mieux que moi. Merci beaucoup, Anne. Donc, le dernier outil qu'on vous présente, c'est le calculateur carbone de We Are Albert. Donc, ici, on a listé, dans le fond, les 7 catégories qu'on retrouve dans le calculateur et pour lesquelles on entre nos données. Peut-être ce que je dirais ici, c'est que le calcul de l'empreinte carbone de notre production dès la pré-production, c'est quand même une super façon de pouvoir déterminer nos priorités en matière d'action qu'on veut mettre en œuvre. Ça nous permet de déterminer, dans le fond, où est-ce qu'on génère le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça nous aide à déterminer là, où est-ce qu'on devrait, quels devraient être nos champs de bataille. Et puis, donc, c'est un calculateur qui est accessible pour les productions. Et puis, c'est ça, l'évaluation de nos émissions à partir des données qu'on a peut être fait dès le début de la pré-production, puis pour toute la durée du tournage jusqu'à la post-production. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à dire là-dessus. Il y a des webinaires, aussi des capsules vidéo informatives sur le calculateur carbone Albert directement sur leur site web là, que vous pouvez consulter. Et si je peux me permettre, Amandine, oui, juste un petit point. Les données qui sont utilisées pour calculer l'empreinte carbone prennent en compte la localisation, donc au Québec, avec l'électricité l'hydraulique, par exemple. Donc, tout ça, c'est pris en compte. Et puis, on donne des formations sur l'utilisation du calculateur carbone. Donc, il y a eu 2 sessions récemment et on en donnera d'autres dans les prochains mois. Donc, il suffit de s'abonner au réseau On tourne vert. On a des réseaux sociaux, on a une infolettre, le moyen que vous préférez pour suivre les informations et puis tout sera partagé. Super, merci beaucoup. Donc, je vais arrêter le partage et puis Marie-Ève, on te renvoie la parole. Merci beaucoup d'avoir dressé le portrait avec des données, je dirais, marquantes et percutantes. Je pense qu'il y a vraiment d'améliorations à faire. Et puis, on enchaîne avec 2 producteurs qui viennent nous parler un petit peu de leur parcours à eux. Avec des exemples concrets, en fait, de comment leur processus, comment ça s'est passé pour eux, leur réflexion, puis les étapes qui les ont amenés à intégrer des pratiques vertes sur leur plateau de tournage. Donc, on a Pascal, qui est producteur chez RCF Films, et Mylène Corbeil, productrice chez la Creative Films. Mon Dieu, j'ai de la misère. Alors, Pascal, je te cède la parole, puis ensuite, ça sera au tour de Mylène de nous parler de son parcours. Donc, Pascal, merci d'être avec nous en passant. Merci. Merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de parler de cette expérience-là. Donc, comme on vous l'a dit, mon nom est Pascal Bascaron. Je suis producteur. J'ai débuté ma carrière en 2001 environ. Donc, j'atteins la marque des 20 ans, des 2 décennies. Puis, je me tourne vers le futur pour aborder la deuxième moitié de ma carrière avec le programme On tourne vers. En fait, dès le début de ma carrière, moi, j'ai créé l'entreprise qui s'appelle Métafilm. Puis, avec un de mes meilleurs amis d'enfance, Sylvain Corbeil, on caressait ce rêve-là d'amener notre industrie. En fait, notre deuxième passion après le cinéma, c'était toutes les questions entourant les crises écologiques, parce que ce n'est pas juste climatique ce qui s'en vient, mais toutes les crises qui sont liées à notre environnement,
Depuis qu'on est jeune, c'est un des mandats qu'on s'était donné. Donc, pour nous, c'était une volonté qui était latente et qui était là depuis longtemps. Lorsque l'année dernière, On tourne vers nous ont approché pour être un des projets pilotes, de leur initiative. Donc, ils recherchaient des tournages pour, comme vous me corrigerez si j'ai tort, mais de la façon qu'on l'a compris, vous cherchez des projets pour établir, si on veut, la base de votre programme. Pour nous, c'était une opportunité en or. Premièrement, ça faisait 10 ans que moi et Sylvain Corbeil, on n'avait pas travaillé ensemble. On se regroupait pour faire Falcon Lake de Charlotte Lebon. J'ai œuvré sur ce projet-là à titre de producteur délégué. Puis, c'était un tournage qui devait avoir lieu dans les Laurentides, donc à l'extérieur de Montréal. Ça nous donnait l'opportunité d'avoir un laboratoire fermé pour faire cette expérience-là. L'autre chose qui nous excitait beaucoup avec l'initiative On tourne vers, c'est que tous nos efforts précédents, parce qu'on en fait depuis qu'on a commencé, tous nos efforts précédents n'étaient donc pas mesurés, n'étaient pas quantifiés. Et puis, vous connaissez le contexte, ou si vous ne le connaissez pas, le contexte de la production québécoise, c'est un contexte où tout est calculé jusqu'à notre temps, le temps qu'on peut se commettre à un projet. Puis ça finissait toujours par tomber un petit peu dans les dossiers qu'on ne finissait pas ou qu'on mettait à plus tard, puis que finalement, après 3 ans de crédit d'impôt, on abandonnait complètement le dossier. Donc, l'arrivée de l'initiative On tourne vers, ça nous donne enfin un cadre, une base d'analyse sur laquelle on va pouvoir se fier pour non seulement s'encourager au fur et à mesure d'un projet à franchir les bonnes étapes là, vers un plateau plus éco-responsable, mais ça va nous permettre aussi de mesurer notre évolution puis notre accomplissement dans le temps. Parce que projet après projet, on va pouvoir revenir en arrière puis se mettre à comparer nos progressions là, point par point. Donc, c'est ça, là, je fais référence au guide qui a été présenté par Maud, je crois, juste avant moi. Donc, le guide de référence, tout le guide d'accréditation, nous, je crois qu'on a atteint le niveau excellence, celui avec la révision documentaire et la visite de plateau. Et puis, on est très fiers de ça. D'ailleurs, je pense bravo à Falcon Lake, c'est un film qui a déjà une carrière en festival puis un prix qui est intéressant grâce à ça, entre autres. Notre objectif principal l'année dernière, quand on a commencé Falcon Lake, c'est surtout de s'attaquer à la gestion des matières résiduelles. On ne se sentait pas en mesure de relever le défi de nettoyage qui va devoir avoir lieu dans le domaine des transports. Pour plusieurs raisons, je vais essayer d'y revenir vers la fin de ma présentation. Donc, entre la régie, ça implique la logistique de plateau, mais aussi l'alimentation du plateau en nourriture. Entre la régie, la direction artistique, les costumes, un plateau génère énormément de matières résiduelles, qu'on pense aux matériaux de construction qui sont assemblés, donc qu'on va chercher, qu'on amène sur un plateau de tournage, qu'on monte en structure. On utilise 1-2 journées, parfois 1 semaine si on est chanceux, puis on met tout ça aux poubelles après. Des costumes, même chose. On magasine 1, 2, 8 copies parfois du même costume qui ne sera pas nécessairement valorisé après son utilisation dans le film. Et la logistique de plateau. On parle de batteries, de matières plastiques ou synthétiques qui sont les gels, par exemple, qu'on met dans certaines lampes, la pellicule quand on tourne en film, ça s'accumule très vite. Puis le gaspillage alimentaire. Ça, c'est impardonnable, le gaspillage alimentaire qu'on fait sur les plateaux. Donc, pour Falcon Lake en tant que tel, ce qu'on a voulu faire, c'est d'abord réduire au maximum cette perte-là. Donc, ça a commencé avec notre recherche de lieux de tournage. On a identifié des lieux de tournage qui nous permettaient non seulement de réduire au maximum la construction qu'on aurait, donc la modification des lieux pour pouvoir fonctionner avec le scénario, mais non seulement ça, on a choisi une location
où il y avait déjà sur place une quantité incroyable de matières résiduelles non disposées. C'est-à-dire qu'il y avait dans une grange à la location, il y avait beaucoup, beaucoup de bois, il y avait beaucoup d'accessoires qui sont devenus éventuellement des accessoires de jeu ou des accessoires de décor. Mais ça, il fallait prendre le temps de faire rentrer des professionnels qui iraient trier tout ce matériel-là, puis éventuellement le classifier, puis déterminer où ça allait pouvoir être utile. L'autre chose, lorsque les travaux devenaient nécessaires, parce qu'on a beau faire toute la planification qu'on peut, il en reste toujours un peu, mais on a négocié avec la location pour s'assurer que ces travaux-là, on les fasse de manière permanente, c'est-à-dire tant qu'à construire une nouvelle salle de bain, on s'est assuré que la propriétaire des lieux aimait la direction qu'on prenait pour être sûr qu'elle allait garder cette construction-là par la suite. Ça n'a pas fonctionné à 100%. Il y a eu des allées, des retours, il y a eu des essais et beaucoup d'erreurs, mais je crois que pour notre location principale, on a vraiment contribué à réduire l'empreinte écologique de notre plateau. La deuxième chose qui nous importait énormément, puis c'était une situation qui était exacerbée par la situation COVID, c'était le gaspillage alimentaire puis tous les emballages qui viennent avec la nourriture sur les plateaux. On a fait affaire avec un fournisseur qui nous fournissait à la fois les services de cantine et de cantine de plateau, là, toute la nourriture qui est consommée sur les plateaux, et de traiteurs pour les repas. C'était des gens non seulement qui avaient déjà un réseau de fournisseurs locaux. Donc, toute la nourriture qu'on mangeait sur ce plateau-là, je vous dirais à 80 était, là j'ai juste le mot en anglais, c'est outsourcé en anglais. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une alternative de mots, là, mais on se procurait, donc on se procurait la nourriture chez des producteurs locaux. On était dans le Laurentide, on avait accès à des fruits frais, des légumes frais, des fruits québécois frais, des légumes frais et surtout de la viande qui est une des grosses sources ou enfin, un des gros producteurs de gaz à effet de serre, c'est la production de viande. Mais on se disait qu'en réduisant le temps de transport puis en réduisant le gaspillage, on aurait un impact éventuellement dans toute la chaîne d'approvisionnement sur l'émission de gaz à effet de serre. Donc, il y avait ça. Et le compost était essentiel. On s'est entendu avec la ville où on tournait pour pouvoir faire nos levées de compost directement avec eux, un système qui a marché parfaitement. Je crois que normalement, sur une production normale, j'en ai quelques-unes derrière la cravate, je fais faire au moins une levée de poubelle par semaine pour le plateau. Ce qui est arrivé sur celui-là, on ne s'en est pas rendu compte avant la fin, mais on a eu une seule levée. C'était dans la dernière semaine du tournage pour les poubelles puis le recyclage. Tout le reste, on s'est rendu compte que c'était du compostage. L'autre initiative qu'on a prise, puis je pense que je vais devoir arrêter là-dessus, ça a été d'éduquer notre équipe. J'étais très présent sur le plateau, je le suis toujours, mais dans ce cas-ci, pour faire le tour des poubelles, faire le tour des bacs à recyclage. Puis c'est sûr qu'au début, c'est salissant. Il a fallu que je me mette les mains dans les poubelles pour faire les transferts de matières résiduelles. Mais quand on éduque les gens sur la différence entre compostable, biodégradable, sur la différence entre des piles alcalines ou des piles acides, éventuellement, on va faire des progrès sur les mégots de cigarettes, sur le type de consigne ou de recyclage. Puis, quel est le choix intelligent? Pourquoi on n'utiliserait pas la consigne quand elle est disponible? Pourquoi on l'utilise quand elle est disponible? Apprendre aux gens à faire la différence entre le régime public de gestion des matières résiduelles puis les régimes privés qui sont mis en place, donc comme la consigne. Tout ça a fait en sorte qu'on s'est retrouvé à la fin de notre production avec très peu de déchets de décor, très peu de déchets de costumes parce que tout a été réutilisé. Notre costumière, elle s'est rendue chez les acteurs pour prendre leurs vêtements à eux quand c'était possible. Encore une fois, ce n'est pas toujours possible. Des fois, on fait des films d'époque, des fois, on fait des films de science-fiction. On a besoin de concevoir un peu. Mais il y a toujours des choix qu'on peut faire pour améliorer notre empreinte
notre empreinte carbone. Fait que voilà. Falcon Lake, le résultat, c'est qu'on a obtenu l'accréditation excellente, excellente. Et puis, moi, je prépare 2 films pour cet été, puis j'ai bien hâte de réimplanter ce système-là, puis même de l'améliorer par rapport au passé. C'est sûr qu'il y a des défis encore. Au niveau des transports, ce n'est pas réglé. Au niveau des génératrices. Ah oui, ben, les génératrices, on a essayé de ne pas en utiliser, en fait. Puis cet été, j'aimerais beaucoup qu'on n'en aille même pas dans nos différents camions, aucun générateur à électricité, jusqu'au jour où on aura accès à soit des battery packs ou des génératrices qui consomment moins de gaz puis d'énergie fossile. On va essayer de réduire notre dépendance à ce type de support électrogène-là. Je ne sais pas si c'est maintenant que vous voulez que je passe à ma conclusion. Non, à la fin. Parfait. Oui, bon, merci. Fait que ça conclut ce que j'avais à vous dire. Parfait. Merci beaucoup, Pascal. Mylène, à toi. Allô. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mylène Torbet, je suis productrice et cofondatrice de la Creative Film, qui est une boîte de prod cinématographique. On fait de la fiction, on fait autant du court que du long, mais principalement du court-métrage. On existe depuis 2016. Et en fait, mon premier contact avec un peu les plateaux éco-responsables, en fait, j'ai une amie, Mélissa de la Fontaine, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est conférencière et auteure du livre Tendre vers le zéro déchet, qui travaillait en cinéma. Et en 2013, en fait, quand elle a commencé ses démarches pour justement tendre vers un mode de vie zéro déchet, sur les plateaux, je la croisais, elle apportait ses plats, ses ustensiles, sa tasse à café, etc. Et j'avoue que je trouvais ça intéressant et que je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Fait que j'avais commencé à faire ça aussi, mais j'avais pas encore réalisé, je pense, que je pouvais comme productrice. Parce que ceux qui ont des boîtes de prod comprendront ce que je veux dire, mais on ne vit pas instantanément de nos boîtes de prod. Donc, je fais aussi on the side, si on peut dire, des contrats de direction de prod, coordo de prod pour payer mon loyer. Et donc, je suis sur les plateaux de tournage. Donc, je faisais ces actions-là de façon personnelle. Et en fait, il y a Guillaume Harvey qui nous a approché notre boîte de prod avec le court-métrage Le Dernier Rhinocéros, qui est un film, en fait, sur l'éco-anxiété. Guillaume est un éco-anxieux, Estelle, mon associée, moi aussi, de plus en plus. Et en fait, quand on a lu ce scénario-là, qui est l'histoire d'une sexagénaire, en fait, qui voit à la télévision que le dernier rhinocéros blanc du Nord est mort et qu'il n'y en a plus de cet animal-là, que c'est terminé, elle réalise que le monde dans lequel elle a grandi n'existera pas pour sa petite fille et elle se met à regarder beaucoup ce qui se passe et à essayer de changer les choses. Ça se veut quand même une comédie, c'est léger. C'est un peu quand on commence justement les erreurs qu'on peut faire, les erreurs de parcours, mais tu sais, elle essaie de faire mieux. Et pour nous, ça a été vraiment frappant nous, ça a vraiment commencé au développement. Quand on a reçu le scénario, on s'est dit, dans nos dépôts SEDEC, on en parlait, on était comme ce film-là, il doit être le plus carboneutre possible, on doit le faire de façon éco-responsable, on ne peut pas adresser ce sujet-là puis pas être au diapason de ce qu'on va aller parler dans ce film-là. Et entre-temps, j'ai fait Chien blanc d'Annès Barbeau-Lavalette comme coordo de prod où ils faisaient, dans le fond, on tournait à Vancouver, puis on tournait à Montréal, mais on avait vraiment essayé de chercher comment être le plus vert possible et à Vancouver et ici en fonction des différents tri de déchets. Les deux villes ne fonctionnent pas de la même façon, donc c'était un beau défi. Stéphane Doyon, le régisseur, était très, très, très impliqué par rapport au plateau vert. Il avait communiqué avec Amandine, Caroline au CQER, il avait commencé l'accréditation au Tourne Vert. Donc, c'est comme la première fois que je rencontrais le fameux checklist et en regardant tout ça, je me suis dit, crime, c'est un super bel outil. Puis ça permet, sachant que j'allais tourner le court-métrage Le Dernier Rhinocéros à l'été, là, j'avais comme quelque chose en main je savais un peu par où prendre ça finalement. Puis j'avais vu Stéphane, le régisseur, faire ses démarches. Donc, je savais un peu où me diriger. Donc, quand je suis arrivée en préparation, tout de suite, j'ai communiqué avec Amandine. J'y parlais un peu du projet. J'étais comme, OK, c'est quoi l'accréditation? Donc, on s'est vraiment lancé là-dedans. Puis pour moi, la checklist dont Tourne Vert qui nous permet là, de choisir c'est quoi les actions qu'on va établir sur un plateau a été très, très précieuse. Et comme on avait aussi des trucs à l'écran
des gestes éco-responsables qu'on voulait mettre dans le message que le film allait passer. Pour nous, c'était vraiment important de l'aborder en préparation beaucoup. Puis je pense que notre objectif avec ce film-là, c'était de se dire, on veut prouver, nous, qu'en court-métrage, ça se peut. Parce qu'il n'y a pas vraiment de sous pour nous aider à prendre ces mesures-là éco-responsables, mais nous, on était comme on crée un poste budgétaire plan vert. On met les sous qu'on pense que ça va coûter. On ne savait pas ça allait nous coûter à ce moment-là. Fait que c'était un peu de la recherche, parler avec les fournisseurs. Par exemple, en court-métrage, moi, c'est pas possible si je veux faire, mettons, du compost, de louer un container où chaque soir, disons, j'irai porter mon compost. Ça, c'est j'ai appelé à la ville, j'ai essayé partout. C'est comme le premier mur où je me suis frappée, puis j'étais comme, mais c'est pas vrai qu'à Montréal, on n'aura pas de compost sur notre plateau. Ça se peut pas. Qu'est-ce que je fais? Fait qu'on a inclus l'équipe là-dedans. On demandait à tout le monde, toi, tu habites dans tel quartier, quand est-ce que le compost passe? Puis on s'est vraiment penché pendant le tournage. Donc, c'est ça. On a vraiment, en faisant cette recherche-là en amont, bien, au moins, je découvrais c'était qui les fournisseurs qui pouvaient m'aider dans cette démarche-là ou pas. Pour nous, ça a été vraiment important. On ne voulait pas juste imposer. Je pense que quand on impose quelque chose, on dirait que ça ne se passe jamais bien. C'est une discussion qu'on voulait avoir. Nous, c'est important de dire aux gens qu'on embauche, ben nous, quand vous allez venir travailler à la Creative Film, nous, on va faire à partir d'aujourd'hui des plateaux éco-responsables. C'est le premier de tous les prochains plateaux que nous ferons. Voici les raisons pour lesquelles on le fait. Voici ce que nous, déjà, à la production, on a mis en place pour notre plateau. Fait que ça, c'était vraiment dans un courriel, on était comme « préparez-vous ». En même temps, notre film est un beau contexte parce qu'on était comme « vous n'êtes sûrement pas surpris, vous avez lu le scénario, vous saviez qu'on s'en allait là ». Fait qu'on a vraiment pris l'opportunité de rentrer là-dedans. Et c'est ça, on a envoyé beaucoup de recherches. Hein. Si vous vous lancez là-dedans, moi, je vous dis, faites de la recherche. Ça bouge vite. Je pense que plus on demande ces trucs-là aux fournisseurs, plus cette offre-là, je pense, va être disponible. Fait que de toujours être à l'affût de ce qui se fait. C'est pas aussi essayer d'éviter on ne sera jamais un plateau vert parfait. Fait on s'est aussi attaqué à des trucs un peu, je pense que Pascal a eu cette même démarche-là, c'est comme, c'est quoi notre objectif? Nous, c'était on se disait, dans notre vie, on applique les 5 R, donc refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre. Fait qu'on s'est dit, prenons cette approche-là, puis assurons-nous que les chefs de département savent c'est quoi, puis aient toujours ça en tête. T'sais. Donc, au costume, ben, avant d'acheter, qu'est-ce que je peux faire pour pas du tout consommer? Donc, même chose, on allait voir les comédiens, ils nous ont gentiment ouvert leur garde-robe, de réfléchir aussi comment on les lave, ces vêtements-là. Fait que c'était juste d'avoir des discussions puis de se dire, on est un court-métrage, on a des défis dans notre film, on a un budget, qu'est-ce qui se peut, qu'est-ce qui se peut pas, qu'est-ce que vous avez envie de faire? On voulait vraiment que ça vienne de chaque département. Pour nous, ils sont les spécialistes de leur département. Au décor, ils savent ce qu'ils font. Fait que moi, je ne suis pas au décor. Si je veux mettre à parler d'économie circulaire, il faut que je parle de comment ça fonctionne. On est obligé de construire, on est obligé. Est-ce qu'on peut aller en location plutôt qu'acheter? Est-ce qu'on peut prendre ce qu'il y a déjà dans la maison? Donc, nous, on tournait chez des gens. Évidemment, on est des experts au Québec, je pense, pour faire des miracles avec des petits budgets. Donc, je pense qu'on a déjà cette capacité-là de réflexion. Attends, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai autour de moi qui nous permet d'économiser des sous, mais qui sont aussi le choix le plus éco-responsable. Même chose aussi, je me souviens avoir fait sur le plateau au jour 2 un petit mot le matin, juste pour dire comme hey, si vous ne savez pas où votre déchet se jette, hein, demandez-nous-le. Puis on a fait un petit rappel de qu'est-ce qui va où. C'est important pour nous que chaque chose que le tri de déchets soit bien clair. Puis bon, si j'ai fouillé dans les poubelles, je l'ai fait aussi à mon tournage il y a 2 semaines, qui était notre second plateau vert. Donc, on a renouvelé l'expérience, puis on a vraiment essayé de réfléchir qu'est-ce qu'on n'avait pas réussi la dernière fois, qu'on aimerait mieux faire cette fois-ci. Donc, c'est ça. Vraiment, on a essayé d'utiliser dans les lieux de tournage. Est-ce qu'on est obligé d'aller très loin? Est-ce que ça se trouve plus proche? Tu vois, il y a 2 semaines, sur le court-métrage Jusqu'à ce que tu meurs de Florence Lafont, on tournait à Verdun. Qui d'ailleurs, quand tu demandes un permis à la ville, ils demandent en fait que le plateau ait des bases là, d'action éco-responsable. Donc là, je ne me souviens plus par cœur, mais je pense qu'ils veulent que tu compostes, s'assurer qu'il n'y ait pas de générateur, d'utiliser l'électricité des gens chez qui on tourne, etc. Donc,
je pense que c'est un quartier qui est très vert, qui met des choses en place et pour le respect de ces citoyens-là, ils demandent aux événements qui... Oui, bravo Verdun, vraiment. Moi, j'ai trouvé ça super cool. J'étais comme, OK, je suis donc bien contente de tourner ici, puis ça tombe bien, on fait toutes ces choses-là déjà. Donc voilà, c'est ça, tu sais, juste faire à la lumière, tu sais, choisir justement, c'est chez nous. Merci Pascal, bravo. Donc voilà, mais ça, c'était cool. On était super contents, fait qu'on est embarqué là-dedans. Puis, je veux dire, les techniciens ont tellement embarqué rapidement, puis j'ai essayé de leur donner le plus possible des outils, mais on était en walk-away tous les soirs, donc il n'y avait pas de retour de camion. Fait que ça aide. Par exemple, Maxime Langlois, qui était notre chef machiniste, qui habite dans Mercier, est venu en vélo tous les jours, matin et soir. Il est arrivé avec son camion, son vélo était dans son camion. Notre chef électro a une moto, mais plaquée verte, donc, tu sais, c'était une moto électrique. Fait que c'était le fun. Je me suis rendu compte que des fois, on a peur d'embarquer les équipes là-dedans, mais ils sont peut-être rendus aussi. Puis si je compare entre le dernier Rhinocéros qu'on a tourné en juillet 2021, puis Jusqu'à ce que tu meurs qu'on vient de faire, tout le monde a apporté ses plats Tupperware. Tout le monde savait où on s'en allait avec ça. On tournait dans un appartement. J'ai mis 3 bacs de compost pour m'assurer que peu importe où ils allaient se tourner, ils allaient pouvoir mettre leurs déchets aux bons endroits. Puis on se les fait dire à la fin, il était comme, j'aurais pas pu faire « Ah, fuck, je m'en fous, je vois pas de bac de compost ». S'il y avait un sac de recyclage ou une poubelle, il y avait un bac de compost, peu importe où ils allaient. J'ai surpris un des techniciens à un moment donné qui avait jeté sa pleure de banane à la poubelle. Il a regardé ma 7 pieds, il est allé chercher sa pleure de banane, il l'a mis dans le compost parce qu'il sait qu'après, c'est moi puis elle qui est les 2 mains dans les vidanges, je suis en train de trier. Fait que ça se fait bien. Je pense que si c'est dit de bonne heure, si c'est planifié, je pense que c'est moins... Je pense que ce qui est plus difficile, c'est ça, c'est quand on est à la dernière minute. Personne n'aime ça, se faire imposer des trucs qui étaient comme crime. On n'a même pas eu le temps d'y penser. Fait que je pense que c'est vraiment dans la prep, puis d'essayer de réfléchir le plus possible à c'est quoi votre film, qu'est-ce qui est possible ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire cette fois-ci qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Chaque défi est différent. Des fois, ça ne se peut pas. Des fois, on tourne en haut d'une montagne. C'est sûr que c'est plus difficile. Mais si les autres jours, on est capable de faire des actions qui, comme Amandine le disait tantôt, réduisent nos impacts négatifs et augmentent nos impacts positifs, moi, je dis faisons-les, réfléchissons-les ces journées-là. Puis c'est vraiment... puis c'est ça. Nous, on est contents que ça fait 2 courts-métrages qu'on fait, puis c'est vraiment possible. Ce que ça nous coûte au final pour... par exemple, là, louer la boîte de masques pour recycler les masques COVID, le cendrier qui permet de bien recycler les mégots, ce que ça coûte pour l'accréditation. Au final, on l'économise parce qu'on n'a pas de bouteille d'eau sur le plateau, on n'a pas, d'ustensiles, on n'a pas de verre jetable. Tout ça, je n'ai pas acheté ça. Au final, ça se contrebalance, fait que c'est vraiment possible, même dans un petit budget. T'sais, aller chercher, quand les comédiens sont all-in puis qu'ils vous ouvrent les portes de la garde-robe, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours le cas de tous les plateaux, mais c'est plein d'achats qu'on fait pas aussi. T'sais. Fait que c'est vraiment toujours de se dire comment je fais pour réduire à la source, qu'est-ce que je peux réutiliser. Puis je pense qu'à partir de là, même nous, tu vois, sur le dernier Rhinocéros, le premier soir, normalement, on fait le tour des poubelles, on les vide, on va les porter, on n'a pas le choix. Puis le premier soir, on n'avait même pas... Nos sacs de compost, on les a refermés, puis le lendemain, on les a réouverts. Fait qu'il n'y avait même pas de gaspillage de nourriture qui fait que ça s'était retrouvé dans le compost. On avait vraiment trouvé une façon que les gens soient plus repartir à la maison, où on avait mieux regardé nos quantités. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait aussi sur Jusqu'à ce que tu meurs. Aussi, qu'est-ce que tu me dis, Pascal? Tu me le dis avec ton micro? Je ne lis pas. Tu me parles de branchement. Ah oui, non, je effectivement. veux juste souligner que votre choix de juste prendre l'électricité des maisons, Oui. c'est plus économique Ouais. que les générateurs. Absolument. Absolument. Puis, ouais, en fait, sur Jusqu'à ce que tu meurs, on n'avait pas de génératrice du tout. On s'est branché exclusivement chez le voisin d'en haut et chez la personne où on tournait. Ouais, on fait des coucous aux voisins. De toute façon, on finit par leur parler parce qu'on embarque toujours un peu sur leur terrain avec nos lampes et tout ça. Fait que rendu là, tu sais, pourquoi pas se négocier un petit branchement sécheuse. On avait fait ça sur le dernier Rhinocéros aussi. C'est vraiment une action qui se passait chez le voisin d'en face et une maison. Puis on s'était branché aux 2 endroits. Fait qu'il y avait, je pense qu'il y a une journée où
peut-être pendant 2 heures, on a eu besoin d'une génératrice. Puis cette année, jusqu'à ce que tu meurs, on s'est dit non, on ne veut pas de génératrice, on n'en embarque pas. Dans le choix des ampoules aussi, il y a certaines lampes que c'est pas facile, mais le chef éclairagiste avec qui on travaillait, il était comme moi, j'utilise juste des LED. Ça fait que mon camion est moins gros, ça consomme moins d'énergie. Fait qu'il y avait aussi des choix dans les départements qui étaient faits. Puis ça, c'est le fun, ça nous permet d'avancer. Puis voilà. C'est un peu ma petite expérience là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai l'impression d'être allée vite. Oui. Il y a tant de choses à dire. Oui, bien moi, j'ai toute qu'une liste de questions. Là. Je ne sais pas si je vais pouvoir passer à travers tout ça. Puis dans le fond, je vais juste rappeler aux gens qui nous écoutent, qui sont avec nous, qui peuvent poser des questions sur le Facebook Live. Je garde un petit œil sur la section des commentaires. Puis aussi, on a la section Q&R au bas de l'écran à droite. Puis je sais qu'il y a Anne et Amandine aussi qui vont peut-être venir partager peut-être des infos par rapport à comment ils ont travaillé avec vous, puis des questions. Mais j'en ai une, parce que tu viens juste de l'adresser avant que tu termines. Tu parlais des budgets. Je me disais, là, justement, peut-être que est-ce que en termes de budget, les gens qui font pas des plateaux verts doivent se dire, ah non, ça va me coûter trop cher, mais finalement, à t'écouter, quand même, y a-t-il une économie? Ça s'équivaut-tu? Qu'est-ce que ça dit au niveau de l'enveloppe? Je ne l'ai pas fait en long métrage, fait que Pascal pourra plus répondre. En cours, ça s'équivaut très bien, mais je t'avoue que Estelle et moi, Estelle qui est mon associée, on s'est dit, ça part quand même à notre avis, on ne peut plus tourner. Même si là, s'il y a de l'argent à mettre, à notre avis, mais ça, c'est une valeur vraiment personnelle. Mais je me dis, si ça coûte quelque chose, c'est ça là. À quel prix on tourne nos films? Pour moi, c'est un investissement pour l'avenir, comme Pascal disait tantôt dans son début, mais ça s'équivaut très bien parce que ne pas acheter de tasses à café, mettons, en court-métrage, on n'est pas de très, très grosses équipes, mais disons qu'on est 30 pendant 4 jours. Combien de café une équipe va consommer? Puis tu vois, sur le court-métrage que j'ai tourné il y a 2 semaines, la cantinière a vraiment bien réfléchi. C'est une pro de la nutrition. Elle a vraiment réfléchi ses menus et sans blague, là, notre équipe n'a presque pas consommé de café parce qu'on n'avait pas de crash après le lunch. Et donc, dans cette réflexion-là, on avait des menus, 90% des menus étaient végétariens. Tout le monde est embarqué là-dedans. C'était cool. Elle nous avait fait des boules d'énergie maison. Fait que les gens consommaient. Pour vrai, j'ai acheté comme un sac de café à ma brûlerie à côté de chez moi, puis je ne l'ai même pas ouvert. J'ai même pas consommé 650 grammes de café sur ce plateau-là. Puis j'étais là, vous savez, hein, les amis qui ont une machine à café étaient comme, non, ça va, on n'a pas besoin, on a full énergie. Puis j'étais comme, attends un peu. Il y a quelque chose à réfléchir dans l'alimentation. Puis, fait que ça m'a quand même surpris. Ou bien, la majorité ne consommait pas de café, mais il me semble que je n'avais jamais vu ça en cinéma. Ça ne m'était pas encore arrivé. Non, mais c'est vraiment brillant comme réflexion préalable là, de penser ton menu. C'est absolument vrai. Puis on faisait du jour minuit. Ça devrait jouer dans les horaires. On devrait même penser les horaires en fonction de ça. Qu'est-ce qu'on mange? Oui, pour vrai, même moi, normalement, je suis, mettons, là, on fait du jour minuit là, à 1h le matin, je suis comme, OK. Puis des fois, j'étais là, j'ai pas pris de café aujourd'hui. Il y a vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionnait bien, mais il y a quelque chose qu'on peut clairement. Et donc, économie possible sur tous les ustensiles que tu n'achètes pas. Je veux dire. On a tellement, c'est ça, dans réfléchir aussi, tout nos entrepôts, là, quand on finit un tournage, là, on a plein d'affaires, là, aussi de s'assurer d'aller revisiter ça, c'est niaiseux, mais si ça peut vous faire économiser un peu, puis ça vous permet de mettre cet argent-là sur le plateau vert. Puis je pense que là où l'investissement est à faire, c'est par rapport pour être carboneutre là, avec le We Are Albert, évidemment, si tu décides de compenser ton empreinte carbone pour... Bon, tu sais, c'est ça, on ne peut pas être carboneutre à 100%, mais quand même, il y a un montant d'argent qui va aller là. Que malheureusement, je dois le faire, le We Are Albert. Je ne l'ai pas fait encore sur mes 2 projets, je ne sais pas encore combien ça coûte, mais ça viendra. Je pourrais vous le dire éventuellement. Je ne sais pas si vous l'avez fait, toi, Pascal, sur Talk and Make. Oui, c'est à fait. En fait, moi, je l'ai fait je l'ai pas fait rigoureusement parce que ça devenait gênant. Je viens de terminer un projet en documentaire. Il faudrait que j'achète l'Amazonie, je pense, pour compenser. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est en évolution. Au niveau des budgets, je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer sur le coût excédentaire. Voyons. Oui, c'est dur à quantifier encore. Mylène. Oui, je m'excuse, je te débaptise encore. Mylène l'a souligné,
il y a énormément d'économies qui viennent avec des meilleures habitudes au niveau de la consommation. Il y a vraiment des économies au niveau de l'énergie. Moi, tu me fais réfléchir. Je vais commencer à garder une attention sur mes horaires puis sur effectivement les menus qui sont proposés. Pas seulement dans une optique d'économie, mais je pense qu'il faut prendre des habitudes qui sont saines maintenant parce que là, les coûts environnementaux ne sont pas nécessairement internalisés dans les coûts de consommation. C'est-à-dire, quand moi, j'achète un litre d'essence en ce moment puis on le paye 2,9, oui, ça coûte cher. Oui, il y a une certaine part de ça qui s'en va en taxe au gouvernement, mais la majorité de ce coût-là vont en profit pour des entreprises. Un jour, puis ce jour va être obligé de venir parce que sinon, tous nos efforts serviront à rien. Ces coûts-là vont être internalisés. C'est sûr qu'à un moment donné, on va avoir de la difficulté à le financer, notre système de santé. On va avoir de la difficulté à financer nos soins pour les aînés. Puis tout ça, il va falloir se retourner puis regarder nos habitudes de consommation, nos habitudes de déplacement. Puis on va voir d'où ils viennent, ces coûts-là. Donc, le jour où on va internaliser ces coûts-là, ça va faire une vraie différence d'avoir un plateau vert. Mais en ce moment, effectivement, comme Mylène le disait, ça ne se reflète pas dans nos prix à la consommation. Ça ne se reflète pas dans le prix des levées de déchets versus une levée de compost. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup plus cher faire ramasser le compost sur un plateau que de faire ramasser les déchets, parce que les déchets, à la limite, là, je pourrais les laisser chez les voisins du plateau, puis ils se feraient ramasser par le service municipal, ça ne me coûterait rien à moi. Par contre, si je veux le faire ramasser du compost ou du recyclage, il faut que je paye pour ça comme producteur. Donc, en ce moment, la structure de prix et de consommation n'est pas faite pour qu'on économise, mais pour l'avoir fait une fois, puis cette année, je n'ai pas encore contacté On Tourne Vert, mais en ce moment, je ne prévois même pas de supplément pour être un plateau écologique. Ça demande peut-être un peu plus d'huile de coude de notre part, donc de travailler un peu plus fort, de faire des heures supplémentaires pour faire les communications, les recherches. Bon, mais c'est des recherches qu'on fait maison pour parler d'éducation auprès des membres de notre équipe. Mais je pense que c'est des habitudes que si on prend maintenant, quand ça va devenir obligatoire, parce que ça va devenir obligatoire d'ici 10 ans, d'après moi, on va être prêt à faire le saut. Puis d'ailleurs, si on voulait aider l'économie, là, ce serait des changements vraiment mineurs à faire dans les programmes de subvention puis de support. Je veux dire, au même titre que nos gouvernements sont obligés d'envisager l'accréditation LEED pour toute nouvelle construction, tout projet de rénovation. En tout cas, au ministère de l'Éducation, je ne sais pas si dans tous les ministères, à ce même titre-là, ça devrait être obligatoire, puisqu'on travaille avec l'argent public la majorité du temps, qu'on a une responsabilité face à la population donc, une responsabilité face à ceux qui nous donnent l'argent pour faire nos films, c'est d'utiliser de manière qui soit durable. Merci, Pascal. Je pense que tu as touché à d'autres questions que j'avais, mais Anne avait levé la main. Anne, est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, vas-y. Oui, je voulais juste ajouter, merci pour tous ces points vraiment pertinents et intéressants. Effectivement, au niveau du budget, c'est souvent une balance entre certaines choses coûtent plus cher, mais d'autres, comme on réduit ou on consomme pas, on va réduire les coûts. Et pour ceux qui aimeraient, qui sont intéressés à en savoir plus là-dessus, on a aussi un webinaire qui est disponible sur ontournevert.com. Je vais mettre le lien dans le chat juste après. C'est Andrew Robinson qui est du Green Spark Group, donc qui travaille majoritairement en Colombie-Britannique et en Ontario sur les plateaux éco-responsables. Il nous a fait quand même une présentation de comment eux, quand ils travaillent sur un plateau, ils permettent d'engendrer des économies à chacun de ces plateaux-là. Puis ils expliquent donc d'où ils partent. Donc, si le plateau avait été normal, les coûts qu'ils auraient dû couvrir, et puis ces coûts qui ont été évités justement parce qu'ils ont été éco-responsables. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vous mets le lien juste après dans le chat. Cool. Merci, Anne. Parce que je vois le temps qui passe, là, il était 56. Est-ce que vous vouliez avoir... est-ce que je peux vous offrir un petit mot de conclusion avant que je fasse ma conclusion? Est-ce qu'il y avait une petite astuce ou une petite phrase motivante et engageante que vous aimeriez qu'on retienne avant de terminer aujourd'hui? Oui, bien, comme je le disais un peu tout à l'heure, je pense que c'est ça, éviter d'essayer de viser la perfection.
allez-y avec le budget que vous allez, avec les défis que vous allez. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Des fois, ça se peut, des fois, ça se peut pas. C'est correct, il n'y a personne de parfait. Ce qui est important, c'est d'y réfléchir, d'en discuter. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que quand on vise la perfection, ça semble très gros. Mais je pense quand on est dans le concret, puis qu'on fait la recherche, puis qu'on se concentre sur ce qu'on est capable de faire, étonnamment, vous allez vous rendre compte que comme vous allez être en mode solution, vous allez avoir envie d'en faire plus. Puis vous allez, en tout cas, nous, sur le dernier Rhino, on s'est surpris. Là, on était très conservatrices au début, genre, on commence, on ne veut pas trop embarquer dans le groupe. Puis finalement, on était comme, on fait ça. Donc, laissez-vous happer par ce que ça développe, en fait. Je pense que c'est spread the joy, mais aussi, visez pas trop, commencez concret, puis vous allez voir tout ce qui est possible. Merci. C'est vrai que si on se donne des objectifs qui sont trop grands, puis là, on va comme la grosse montagne, mais si on y va petit à petit, c'est ça qui motive. OK, on y va, on continue. Tu sais. Pascal, tu veux ajouter quelque chose? Ben moi, je souhaite comme producteur, comme entrepreneur, que l'initiative On tourne vert se poursuive, puis nous aide à établir des standards. On est une industrie de standards, on adopte des standards, puis après ça, on ne peut plus déroger. Mais je veux qu'elle nous aide à établir des nouveaux standards pour l'industrie cinématographique. On est chanceux, on est privilégié de faire les métiers qu'on fait dans nos vies. Là. Je ne sais pas, Mylène, si tu as encore cette impression-là. On fait du beau, on le fait avec des gens qui sont beaux, on est tout le temps dans un environnement créatif. L'empreinte écologique de nos plateaux, c'est le dernier maillon, c'est un des derniers maillons lousses de notre industrie. Fait que moi, j'invite les gens du milieu, j'invite les citoyens, j'invite tout le monde à embarquer dans un mouvement, parce que c'est un mouvement, le mouvement pour le développement durable, puis de faire pression sur leurs équipes. Faire pression, il y a moyen de le faire sans que ça soit désagréable, sur les fournisseurs aussi. Demandez-leur, n'hésitez pas à leur demander l'heure, n'hésitez pas à prendre 10-15 minutes de plus de leur temps pour eux que tu es rendu où avec tes générateurs écologiques? As-tu des battery packs en production? Pourquoi tu n'as pas appelé chez Lyon pour avoir des camions? Mettez de la pression sur vos fournisseurs. Vos élus locaux aussi, on ne s'en rend pas compte, mais on est souvent voisins de notre conseiller municipal, de notre maire d'arrondissement, de notre député. Parlez-en, que ça devienne des sujets. Présentez-vous quand ils font des cafés là, pour discuter de leur bilan. C'est une année électorale au Québec cette année. Présentez-vous dans ces événements-là, posez des questions, demandez où ils sont rendus, c'est quoi leur plan, puis demandez-leur des choses concrètes. Puis comme ça, je pense qu'on va atteindre des objectifs réels, on va faire un changement qui est notable, là, puis qu'on va pouvoir voir. Voilà, moi, ça, c'est ma conclusion. J'aime ça. Les appels à l'action, c'est très précis, puis je pense qu'il y a plusieurs avenues que tu mentionnes là, pour trouver des solutions. On a reçu une petite question rapide que je vais la poser parce qu'ensuite, j'offrirai la parole à Anne et Amandine pour leur conclusion. Existe-t-il des cours de certification en cinéma éco-responsable au Québec, comme c'est le cas en Colombie-Britannique et en Ontario? Est-ce qu'on a la réponse à ça? Alors, ce n'est pas une certification. Par contre, il y a une formation, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui a été créée par l'INIS. Et donc, il y a eu plusieurs sessions, puis il y en aura d'autres. Et l'idée, c'est justement que vous puissiez aussi l'utiliser, mettre ça sur votre CV ou autre pour dire que vous avez été formé et que vous pouvez travailler sur un plateau éco-responsable. Et puis j'ajouterais en fait, ouais, c'est ça. En fait, là, ils font la formation à l'INIS. Puis moi, je suis en train d'en préparer une, toujours avec l'INIS, qui sera comme la suite de cette formation-là avec Mélanie Dubois, productrice et scénariste, qui sera sur comment gérer un plateau éco-responsable. Donc, comment bâtir votre plan vert comme producteur, comment embarquer vos équipes là-dedans, par où on prend ça un peu. On va essayer d'y aller avec des études de cas, puis de vous offrir l'opportunité d'arriver un peu avec le prochain projet là, que vous aurez, puis de ressortir de là peut-être avec des petites idées en tête pour la suite. Fait que ça sera à l'automne, date à être annoncée éventuellement. Génial. Et bravo, Mylène. Pour vrai, je suis fier de vous autres. Ah, nous autres aussi, on est fiers de vous autres. Bon, tout le monde est fier, c'est bien. Oui, on est fiers. Mais honnêtement, moi, je vous écoute puis je comprends qu'il y a une partie qui vient de nous. Tu sais, souvent, c'est ça que tu disais, Pascal, on va attendre que ça, tu sais, il faut que ça devienne obligatoire par les gouvernements, tout ça. Mais des fois, ça, c'est long. Des fois, c'est de partir d'en bas. C'est nous qui sommes sur place.
on prend, je pense que c'est toi qui disais, Pascal, ou peut-être c'est Mylène, c'est sur une to-do list, là, tu sais, que finalement, tu sais, c'est toujours quand je vais avoir du temps, on va y Ouais. réfléchir, mais maintenant, c'est dire, OK, c'est beau, aujourd'hui, on y réfléchit, puis dans le fond, une fois qu'on y a réfléchi ensemble à la gang, puis comme tu disais, Mylène, chacun a son département, tout le monde apporte un minimum, puis après ça, ben, fait boule de neige, ça part, puis là, oups, ben, là, c'est peut-être les gens qui vont vous appeler pour la production. Tu dis, écoute, mais nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que t'es in ou t'es out. Fait que je pense que c'est vraiment, c'est très pertinent ce que vous apportez aujourd'hui. Puis je trouve ça très motivant de voir des exemples concrets. Et puis j'espère que ça va susciter d'autres producteurs ou même d'autres personnes dans l'industrie de dire, OK, finalement, c'est pas si compliqué. Puis effectivement, écoute, c'est combien de billets, combien de vols aller-retour, puis combien, c'est quoi l'impact? On écoute 1 heure de télé, oh my God, ça n'a pas de bon sens, il faut contribuer à ce changement-là. Amandine. Oui, je voulais juste rajouter que j'y crois beaucoup, beaucoup à l'effet boule de neige, là. Puis, pour revenir aussi un peu sur ce que Pascal disait, tu sais, c'est sûr que les deux freins, nous, qu'on constate, dans nos accompagnements avec des productions, on voit beaucoup d'engouement, beaucoup de volonté. C'est super encourageant. Les deux freins qu'on voit souvent, ben, on en a un peu parlé, mais c'est le budget, puis aussi le temps, les ressources plus humaines. Donc, nous, c'est ça, avec Contourne Vert, là, on est vraiment là pour répondre à vos questions, puis pour vous aider aussi dans la recherche de solutions. Puis pour ce qui est du frein plus au niveau du budget, ben, c'est sûr que nous, on a très hâte aussi de voir des incitatifs apparaître là, dans l'industrie là, pour tourner vert. On travaille notamment peut-être à faire un petit peu de pression là, pour qu'il y ait des éco-conditionnalités ou des critères là, qui soient rajoutés là, dans les demandes de financement là, pour les institutions qui financent là, pour qu'il y ait pour, dans le fond, féliciter puis encourager, inciter les productions à mettre en œuvre des actions éco-responsables. Donc, ça aussi, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Excellent. Bien là, je regarde l'heure, puis on a vraiment atteint notre temps, donc il est 1h03. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre temps. Je sais que les horaires sont chargés. Il y en a qui sont dans d'autres zones horaires avec nous ce midi. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vais juste vous rappeler que pour ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui, on vous envoie un courriel de satisfaction avec les présentations ou les liens aussi qui ont été partagés. Et puis, on remercie toujours, comme j'ai dit au début, nos partenaires Hydro-Québec, qui est partenaire principal de la programmation qui rend les événements disponibles comme aujourd'hui gratuits, ainsi que la Ville de Montréal. Donc, continuez de nous suivre. On a plein d'autres événements qui s'en viennent aussi. Et puis, l'événement, si vous avez manqué le début ou manqué la fin, il va être disponible sur notre chaîne YouTube au cours des prochains jours. Donc, merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de journée.